Le courant pour une écologie humaine a pour ambition de prendre soin de toute la personne et de toutes les personnes. Son espérance est de relancer une dynamique vertueuse entre l'humain et son environnement. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau podcast où sont valorisées les initiatives et réflexions qui mènent vers un monde mieux relié et bienveillant. Bonjour Étienne Joubert, c'est un véritable plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Peut-être pourriez-vous commencer par vous présenter en quelques mots s'il vous plaît. Je m'appelle Étienne Joubert et je suis maraîcher en permaculture depuis maintenant 8 années, après avoir été enseignant en histoire-géographie et après avoir été un petit peu chamboulé par la lecture de l'encyclique Laudato Si du pape François. Concrètement, je suis donc fils de paysan quand même, donc j'ai été dans ce milieu agricole depuis mon enfance, mais j'ai redécouvert en fait la beauté de ce travail manuel à travers en fait un parcours à la fois intellectuel et spirituel. J'habite donc près de Grenoble, entre le Vercors derrière moi et la Chartreuse devant moi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis assez curieux de connaître les origines du nom de votre exploitation dans le jardin de mon père. J'ai choisi de nommer mon entreprise dans le jardin de mon père pour 3 raisons. D'une part, parce que concrètement, je reprenais l'exploitation de mon papa. J'ai pas changé sur les dimensions, 1 hectare de terre maraîchère. J'ai pas changé sur sa localisation, sur pratiquement même les cultures réalisées. Mais je trouvais que ce nom-là évoquait aussi une autre dimension de ce que je voulais faire dans ce travail, à la fois m'ancrer dans un temps plus long, qui est celui de ma famille, de ma généalogie. Et en fait, dans le jardin de mon père, ça évoque une comptine qui s'appelle Auprès de ma blonde. Et cette chanson populaire est en fait l'histoire d'un chevalier Joubert pendant la guerre de Dévolution, donc au XVIIIe siècle. Donc ça faisait le pont entre mes études d'histoire et ma famille. Et puis il y a une troisième signification, c'est le P majuscule pour père, c'est-à-dire que je suis gestionnaire d'une petite portion de la création. Étienne Joubert, qu'est-ce qui vous a amené vers ce beau métier de maraîcher? Et d'où vous vient le goût pour ce type d'agriculture? Le métier de maraîcher me plaît beaucoup parce qu'il permet une grande diversité de cultures, parce qu'en permaculture, on joue sur les étages de production et sur la diversité, et notamment, qui dit légumes dit aussi fruits et fleurs, du coup, parce que les 3 éléments participent de la vie du potager, et parce qu'on a une terre extrêmement propice au maraîchage. On est sur les limons de l'Isère, qui, avant qu'elles soient endiguées au cours du XXe siècle, était une terre très fertile et l'Isère débordait régulièrement, et qu'on est à 10 minutes de Grenoble, et donc on a une population qui est demandeuse de produits alimentaires, et notamment en légumes. Donc voilà, je ne me voyais pas de faire des céréales dans un terroir qui se prête au maraîchage. Je le rappelle, vous avez donc été professeur d'histoire géo dans votre ancienne vie professionnelle. Quel est l'élément moteur, le fil rouge qui lie votre ancien métier et le nouveau? Dans mon précédent métier, donc de professeur, j'accompagnais des jeunes qui étaient désireux de connaître des choses, notamment sur leur histoire, sur la géographie. C'était dans la transmission. Et là, dans le métier actuel, c'est vrai que je suis essentiellement dans un travail solitaire. La transmission, elle se fait d'une autre manière, à la fois donc en recevant de nombreux stagiaires, en étant ouvert à toute personne désireuse de connaître un petit peu comment fonctionne la permaculture. Et puis aussi, elle se fait par le fait de transmettre des connaissances ou des observations que je peux faire à mes clients. Voilà, la transmission, c'est quand même l'élément moteur entre le précédent métier et le métier actuel. Mais c'est vrai que c'est un travail plus solitaire, et puis cette approche de la jeunesse, elle me manque parce que je trouve qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle est quand même très préoccupée par ces questions environnementales, mais un peu de façon angoissée, alors que voilà, l'avenir est radieux, l'avenir est beau, à partir du moment où on sait se saisir du présent. Parlons un peu des temporalités du maraîcher. Comment s'organise votre calendrier? Et quelles sont les différentes temporalités de la nature auxquelles vous devez vous plier? Et comment votre temps est-il organisé entre la production et la vente? Le métier de maraîcher est quand même un métier très calé sur les saisons et sur la durée des jours. Le temps
de repos, si je puis dire, du maraîcher, c'est plutôt donc les mortes saisons, que sont la fin de l'automne et l'hiver. Et puis le printemps et l'été sont les périodes les plus intenses du point de vue du travail. On s'occupe différemment en fonction de ces saisons. Il y a du travail très en amont sur les graines, sur la sélection des produits, sur la commande, sur la gestion même de l'entreprise qui se fait plutôt sur les périodes plus calmes. Et puis, il y a un travail de plantation, d'entretien, de récolte. Donc, au cours de l'année, le travail est quand même très divers. Et puis, on envisage les journées un petit peu en fonction aussi des conditions météo. C'est vrai que parfois, il vaut mieux décaler un travail parce que la météo est mauvaise, plutôt que de vouloir à tout prix, parce qu'on a planifié de faire telle chose à tel moment, de s'entêter à faire ça alors que le résultat sera moins bon. Et puis, je coupe ma semaine en 3 temps. Les lundis, mardis, mercredis sont vraiment des journées de production, c'est-à-dire que je suis constamment sur ma ferme et je travaille au champ, voilà, soit pour de la récolte, soit pour un travail de préparation du sol. Les jeudis, vendredis, samedis sont plutôt destinés au marché, à la vente. Donc le jeudi, je prépare mon marché du vendredi, le vendredi après-midi, celui du samedi matin, et le dimanche, j'essaye de le sanctuariser un petit peu, d'être une journée de repos ou de visite, parce que c'est accessible en vélo et que beaucoup de clients sont intéressés de voir comment je produis. Comme dans toute profession, vous devez certainement être confronté à des grosses difficultés dans la pratique maraîchère. Quelles en sont les principales? Le métier de maraîcher est un métier difficile dans la mesure où il repose sur une part d'incertitude. Incertitude liée aux aléas climatiques. C'est vrai qu'on a toujours un petit peu cette angoisse de savoir si la pluie va arriver, si quand elle arrive, elle ne va pas être trop violente, et puis comment envisager la saison qui vient. Et donc on fait des pronostics en se disant, tiens, cette année, je vais essayer de produire telle espèce de légumes, et ça répond ou pas à la réalité météorologique. Ensuite, l'autre difficulté du métier, c'est un peu lié, c'est cette difficulté à vraiment se projeter sur les gains que l'on peut espérer en termes de revenus, tout simplement. Faire un prévisionnel en matière agricole, c'est quand même très délicat, hein. C'est presque remplir une grille de loto parce que, bon, il y a des constances, mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes. On joue forcément la prudence. On se dit qu'on peut réaliser tel investissement, mais il faut constamment se dire que la marge est étroite. Il faut être prudent. Si on ne veut pas rentrer dans cette logique d'entêtement et de surendettement et d'avoir recours aux banques. Il y a une difficulté parfois très concrète de l'affrontement des conditions climatiques. Je pense surtout en hiver parce que moi je travaille toute l'année, parce que le sol est productif toute l'année en fonction des variétés. En plus, quand elles sont très locales, eh bien, elles s'adaptent parfaitement aux conditions climatiques. Donc on produit toute l'année, mais c'est vrai que nous, en tant qu'hommes, on préfère travailler sous le soleil et pas trop chaud que sous la pluie et pas grand froid. Mais voilà, il faut y aller tous les jours parce que le jardin n'attend pas. À l'inverse, et nous imaginons qu'elles sont nombreuses, quelles sont les joies du métier de maraîcher? Et qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Alors beaucoup de choses réjouissent mon cœur et mon âme en tant que maraîcher, dans la mesure où les joies sont quand même nombreuses. Les joies, eh bien, c'est déjà de voir qu'une petite graine peut donner des fruits fabuleux ou des légumes surprenants, et que ce cycle de la nature, il est magnifique, parce qu'on a à travailler, à faire sa part, mais ensuite il y a beaucoup de choses qui nous échappent, et ce qui nous échappe nous émerveille souvent. L'autre chose, c'est qu'on a quand même aussi le retour de nos clients. C'est-à-dire que le consommateur, chaque semaine, quand je retourne au marché et que la semaine précédente, il m'avait acheté telle ou telle chose et qu'il me dit que c'était fabuleux, que voilà, il associe l'achat de tel ou tel produit à une petite anecdote familiale ou amicale, eh bien, c'est très touchant. Et pour moi, c'est vraiment, on va dire, le retour sur investissement. C'est ma petite bouée d'oxygène chaque semaine quand voilà, les difficultés peuvent se trouver là. Eh bien, on sait que généralement, le retour de marché est toujours intéressant. C'est aussi le fait de rencontrer beaucoup de gens. C'est un métier qui m'a amené finalement à lier des partenariats, à m'intéresser aussi à des sujets sur lesquels je n'étais pas forcément tout à fait au point et donc je me suis formé. Donc ces journées de formation sont aussi des rencontres fabuleuses. Et puis aussi, c'est le fait d'être au contact de la nature
avec les quelques animaux que j'ai, on a tous l'expérience de situations un peu solites qui peut se produire quand il y a des animaux sur une ferme. Auriez-vous justement un exemple d'émerveillement concret à nous partager? Un exemple d'émerveillement concret que j'ai pu éprouver cette année, c'est le fait de faire pour la première fois une variété de concombres. Souvent, je me lance en fait en début d'année des petits défis, de faire des produits que j'ai rarement faits ou que je ne connais pas et que, à travers des lectures, j'ai pu découvrir. Et donc là, cette année, j'ai découvert l'existence de concombres mexicains qui ressemblent à des petites tomates cerises que l'on consomme comme une tomate cerise, mais qui est un concombre, donc un petit peu vert, zébré jaune. Donc j'ai fait l'acquisition de ces graines, j'ai fait pousser ça durant la fin d'hiver et le début du printemps. J'y ai mis en terre donc au courant du mois de juin et j'ai eu mes premières récoltes tout au cours de l'été. Et mon seul regret, ça a été de ne pas en faire assez, parce que c'est excellent, que c'est très beau à voir. Ça fait une guirlande de petites boules originales, et c'est très apprécié. Étienne Joubert, vous êtes donc un maraîcher, mais vous êtes également un permaculteur. Serait-il possible d'avoir une définition précise de la permaculture pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers de la pratique? Alors la permaculture, on la définit souvent comme étant un mode d'aménagement du territoire écologique qui vise en fait à créer des systèmes stables et autosuffisants. Donc ça, c'est la définition un peu savante, mais qu'est-ce que ça représente derrière? Tout d'abord, c'est un mode d'aménagement parce que l'homme intervient sur un territoire donné, mais cette intervention de l'homme, elle va se faire en respectant le rythme de la nature, les compositions de ce sol, et elle va viser par cet aménagement à créer un système stable, c'est-à-dire qui va être résilient, où le légume va pouvoir se défendre de lui-même sans qu'on intervienne trop. Il y a un principe en permaculture qui dit que ce que la nature peut faire, on lui laisse faire. Un système stable, c'est un système qui va affronter les difficultés par lui-même. Et l'homme n'est là que par l'observation pour se dire là, il y a un moment, il y a un besoin d'une aide extérieure. Cette aide extérieure, on va essayer de la trouver soit par une intervention de l'homme, soit par des auxiliaires de culture, que peuvent être des insectes, que peuvent être des animaux, que peuvent être l'apport de tel ou tel fumier, amendement, compost, etc. Et autosuffisant parce que l'idée, c'est de produire des choses qui vivent par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va favoriser par exemple les légumes vivaces plutôt que des annuels, parce que la plante vivace, c'est excellent. Ça revient chaque année. On est là simplement pour savoir qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose. Ça a pu disparaître pendant 6 ou 8 mois de l'année, mais on sait qu'il y a quelque chose là dans le sol qui va réémerger à un moment donné et qui va donner quelque chose naturellement. Donc on va accompagner cette croissance, ce cycle-là. Et c'est un système du coup qui est productif parce qu'on vise à produire des choses très diverses. On sait qu'on ne jouera pas sur la quantité, mais par contre, on pourra jouer sur la qualité du produit et sur cette diversité incroyable que peut contenir un hectare de terre maraîchère. Un exemple de légumes qui fonctionne bien en permaculture, comme je le disais, c'est tous les légumes vivaces, comme les artichauts, les asperges, les différentes salades comme les chicorées, l'oseille, voilà, et puis toutes les aromatiques. Donc tous ces produits, en fait, ils sont là sur le sol. On sait qu'on les a placés à tel ou tel endroit sur notre potager et ils vont un peu structurer l'organisation de notre jardin. Comme on ne les déplante pas, on ne les déplace pas, eh bien, c'est eux qui vont articuler les légumes qu'on va y mettre à côté parce qu'ils vont apporter un effet bénéfique ou au contraire, ils vont être un repoussoir pour certains parasites. Et pour les plus curieux, auriez-vous quelques conseils lecture à nous partager pour cultiver et creuser le sujet de la permaculture? Alors les livres que je peux recommander sur la permaculture, il y a le fameux livre Permaculture de l'expérience du Bec et Loin, qui est la ferme normande qui a un peu vulgarisé la permaculture agricole ces dernières années. Mais sinon, de façon très concrète, il y a toutes les éditions de Terre Vivante qui ont une approche très intéressante, très ludique et très abordable de cette question de comment produire, avec quoi et à quel moment. Étienne Joubert, vous parlez beaucoup de terre, de jardin, mais concrètement, comment est organisé le territoire d'un permaculteur?
Quelles sont les dynamiques et les caractéristiques qui peuvent vous intéresser? En permaculture, on insiste beaucoup sur la question du design, qui est en fait la façon d'organiser son territoire de façon à tirer le maximum de potentialité du sol. C'est vrai qu'on ne peut pas se détacher du territoire sur lequel nous sommes. La permaculture repose sur l'observation. C'est l'élément principal. Cette observation, elle consiste à regarder justement ce que le territoire a en propre. Il y a des caractéristiques propres au territoire sur lequel on se trouve, montagnard, océanique, etc. Bon, ça, c'est les grands éléments du climat, des vents, des jours d'ensoleillement, des heures d'ensoleillement, etc., etc. Mais il y a une analyse plus fine, propre à chaque espace. Une anecdote, mon papa, quand il s'est installé sur ses terres, il a choisi sa terre avec son papa, qui était lui-même maraîcher, et ils avaient le choix entre deux territoires. Ils n'étaient pas en permaculture, mais c'est le bon sens paysan que de regarder la qualité de ce sol. Donc ils ont gratté le sol entre les deux territoires sur lesquels l'achat était possible, et ils ont dit, ben, celui-là est meilleur que celui-là. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de cailloux, il y a un amendement naturel qui est plus important, parce que l'ensoleillement, l'orientation, la disposition, ne serait-ce que déjà d'avoir un terrain qui n'est pas morcelé, qui n'est pas accidenté. Il y a des avantages à avoir un terrain qui a telle ou telle qualité. Un jardin en permaculture est très différent d'un jardin en agriculture biologique, dans la mesure où on est vraiment sur l'image d'un potager familial, où on essaye sur un territoire relativement petit d'avoir une diversité alimentaire de façon à ne pas nourrir sa famille tous les jours avec les mêmes produits. Donc ce que vise un potager familial, on essaye de le dupliquer sur une production professionnelle. Mais la logique est la même. Moi-même, je mange mes produits, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'agriculteurs. Beaucoup d'agriculteurs ne mangent pas ce qu'ils produisent, soit parce que c'est très spécialisé comme production, soit parce que ils n'en éprouvent pas l'envie. Moi, mon jardin est destiné déjà à produire pour ma famille, pour le repas du quotidien. Donc, comme je n'ai pas envie de manger tous les jours des épinards, eh bien, je produis autre chose que des épinards. La finalité d'un jardin, c'est quand même une diversité alimentaire. On se dit que si c'est possible de le produire, on le produit. Alors, il faut s'intéresser à quel moment dans l'année on peut le planter, le semer, le récolter. Mais souvent, ce qui me pousse à faire tel ou tel produit, c'est de me dire, tiens, mais ce produit-là, c'est très bon, j'aimerais bien en manger, je vais essayer de le produire. Et donc, c'est comme ça que je me suis amené à faire des pois chiches ou à faire des pois cassés ou à faire des flageolets dans mon jardin, année après année, et je me suis aperçu que ça produit et que ça vient. Ces découvertes-là, eh bien, on les propose à nos clients et on s'aperçoit que les clients sont très intéressés d'avoir du pois chiche frais au mois de juillet ou d'avoir du pois chiche sec au mois de septembre. Donc, ils nous accompagnent en fait dans nos découvertes culinaires. C'est à la fois mes découvertes que je propose à mes clients et puis mes clients eux-mêmes qui m'apportent des idées. Chacun arrive un petit peu avec ses envies, ses souvenirs, il m'en parle et j'essaye de le produire. C'est un cheminement en fait, c'est-à-dire que les clients m'apportent et moi j'apporte aussi aux clients. Et du coup, ils comprennent bien que les légumes que je produis, eh bien, il y en a quelques-uns qui sont très gros, d'autres très petits, puis il y en a des biscornus et d'autres plutôt de forme allongée. Ils se disent finalement que c'est comme s'ils avaient fait la cueillette dans leur propre petit jardin. Parlons un peu alimentation. Qu'est-ce qu'un permaculteur peut nous apprendre sur la façon de consommer des légumes ou des fruits? Et vous arrive-t-il de cuisiner vos propres produits? En bref, faut-il être un gourmet pour être permaculteur? Le légume a son cycle. Comme on ne mangerait pas un jeune poulet de la même manière qu'une vieille poule, eh bien, on va consommer un légume différemment au début de son cycle et à la fin de son cycle. Mais à la fin de son cycle, le légume est consommable pour autant. Il demandera un temps de cuisson différent, peut-être un assaisonnement différent, mais il reste un légume consommable. Donc pourquoi se dire on stoppe la vente d'un légume à un certain cycle? Le reste, ça serait du gaspillage. Le maraîcher apprécie théoriquement de manger des légumes. C'est vrai qu'il apprécie souvent l'art de la table. Il aime aussi connaître la façon dont ces légumes sont cuisinés.
Ça, c'est vrai que souvent, je pose la question à mes clients de savoir comment ils le font parce que moi, j'ai telle ou telle méthode, telle ou telle habitude pour consommer des légumes parfois très courants. Et les horizons géographiques font que parfois il est consommé très différemment dans certaines familles. Et donc, c'est très intéressant. Quand nous évoquons la culture ou même l'alimentation, tout gravite naturellement autour du soin que nous apportons à la terre comme aux humains. Dans quelle mesure votre pratique intervient-elle dans ce soin porté à l'humain? On insiste souvent sur l'éthique de la permaculture à travers trois piliers: prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et partager équitablement. Et il est vrai qu'il y a un lien souvent entre prendre soin de la terre et prendre soin de l'humain. Pourquoi? Parce que prendre soin de la terre, c'est considérer qu'il y a une vie qui est florissante et que cette vie, eh bien, elle a une importance pour notre propre vie. On prend soin de l'humain parce qu'il y a quand même l'idée aussi de nourrir les hommes, nos contemporains, nos proches, et qu'on veut les nourrir sainement et avec des produits qui plaisent et qui nourrissent. Étienne Joubert, que vous a appris votre contact quotidien avec la nature? Votre profession a-t-elle eu un impact sur votre perception de votre environnement et plus largement sur votre philosophie de vie? De ma pratique, j'ai tiré quelques enseignements, notamment concernant l'aléatoire. Cette incertitude parfois liée à ce métier m'a fait découvrir le fait d'être davantage dans l'acceptation du don. Ça développe une certaine sérénité, un apaisement qui n'est non pas du fait de se dire bon bah il y a pas d'obstacle, mais simplement de se dire qu'il y aura les ressources pour passer cet obstacle. En fait, il y a un principe en permaculture qui dit le problème est la solution. Parfois, de ce problème qui émerge, on se retrouve à trouver des solutions très originales. Une anecdote, par exemple, il y a une année où j'ai eu très peu de production de pommes de terre. Et je me suis dit, bon, bah là, c'est catastrophique. Qu'est-ce que je vais vendre au cœur de l'hiver? Au cœur de l'hiver, j'ai vendu des pissenlits, j'ai vendu de la bourrache, parce que la bourrache avait semé tout le printemps et l'été, et le fin d'automne et tout, je me retrouvais avec des terrains très envahis de bourrache. Je me suis aperçu que la bourrache se consommait très bien, comme un peu un épinard. Et donc, j'ai proposé ça, et ça a fonctionné. Donc, voilà, ça demande plus d'inventivité, de réactivité. Et puis l'aléatoire, il nous fait découvrir aussi la sobriété. Il y a parfois des besoins qu'on se crée. L'aléatoire, il vient perturber en fait un petit peu l'exceptionnel ou peut-être le petit caprice qu'on aurait pu s'octroyer. Mais il ne vient pas attaquer les fondamentaux. Parce qu'encore une fois, la nature, elle est quand même solide et elle produit. La scène est à vous, je vous laisse clôturer cet échange avec le mot de la fin. C'est possible d'être épanoui dans ce métier-là d'agriculteur. C'est possible aussi de changer de métier au cours de sa vie. Ça ouvre des opportunités incroyables. Moi, je dirais que ça a été un gain de joie et de rencontre que d'avoir fait ce pas-là. Soyez audacieux, osez le changement, mais ne vous lancez pas dans des projets déraisonnables. Merci infiniment Étienne Joubert pour ces paroles pleines de sagesse et pour ce parcours inspirant qu'est le vôtre. La permaculture est un véritable engagement écologique et humain qui nous incite à porter un regard neuf sur notre environnement, plus humble et peut-être plus en harmonie avec le reste du vivant. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour un nouveau podcast inspirant. Pour suivre nos actus, nous contacter ou vous abonner à notre newsletter mensuelle, c'est sur www.écologiehumaine.eu. À bientôt!